Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour tout ce que j'ai pu découvrir sur le mois de juin, films et livres. Et on va commencer par les films. Le premier que j'ai vu, c'est Le Corset de Louis Clichy. Louis Clichy, vous connaissez très probablement ses précédents films, puisqu'il était co-réalisateur sur les précédents films d'animation de Astérix. Astérix et le secret de la potion magique et Astérix et le domaine des dieux. Oui, Astérix et le domaine des dieux. Dans ce film, il change totalement de style et la patte graphique n'est vraiment pas la même. C'est un film d'animation qui est très beau dans sa réalisation et dans sa patte graphique. J'ai vraiment beaucoup accroché. Pour l'histoire, on suit un jeune garçon d'une dizaine d'années, je crois qu'il a 11 ans, et qui va se retrouver, à cause d'une scoliose, à devoir porter un corset, donc vraiment du cou jusqu'à la taille. Et on suit son quotidien une fois qu'il porte ce corset et qu'il est très handicapé dans ce qu'il peut faire. En marge de l'histoire de Christophe, on suit aussi l'histoire de sa propre famille, qui est une famille d'agriculteurs. On voit toute la difficulté pour les agriculteurs en France, par rapport aux lois, par rapport aux réglementations, par rapport aux changements qu'on leur impose. C'est pas du tout le sujet principal du film, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va avoir en lecture, en fond. Et je trouve ça très agréable d'avoir ces histoires un peu parallèles comme ça, qui sont sur des lectures très différentes, mais qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Le réalisateur joue un petit peu avec les cadres qu'il décide. Par exemple, quand Christophe a un problème et se retrouve penché à cause de sa scoliose, on va voir le cadre qui le suit, qui est penché, ça donne un effet assez particulier. Ça arrive pas de très nombreuses reprises, mais c'est vraiment quelque chose d'assez sympa à voir. Donc c'est un très joli film que je vous conseille de voir quand vous le pourrez. Oui, d'ailleurs, tous les films que j'ai vus ce mois-ci sont des films qui sont à sortir. Il n'y en a aucun qui soit déjà sorti. Je crois qu'il y a pas mal d'avant-premières qui vont être organisées pour le Corset, donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez l'occasion, si vous le croisez dans votre cinéma. C'est un chouette moment que vous allez passer, ça dure 1h30, et ouais, ça fait du bien de revenir à ce genre d'animation-là. Ensuite, j'ai vu le film Notre Salut de Emmanuel Mar qui dure 2h30 et qui sort le 30 septembre. Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Mar, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle administration l'opportunité de trouver enfin la place qu'il mérite. Dans sa valise, son traité politique édité à compte d'auteur, Notre Salut. Ce film a eu le prix du scénario à Cannes. Il sort à un moment où il y a beaucoup de films sur cette même période avec des points de vue un peu différents. Et là, on ne suit pas une personne agréable, on ne suit pas une personne que l'on va apprécier. On suit quelqu'un qui vraiment profite de tout ce qu'il peut pour arriver à ses fins et pour tirer profit de la situation de la France à ce moment-là, sur la mise en place du régime de Pétain. C'est très intéressant. Swan Arlo est très très bon dans son rôle, c'est un très bon acteur, mais vraiment, ça lui va très bien, et c'est intéressant de le voir dans un personnage comme ça qui est plus compliqué, qui est plus faux, qui est plus... j'allais dire un peu malsain, non, c'est pas malsain, qui est plus malhonnête, qui est plus profiteur, et c'est assez ironique parce que c'est un film pour lequel Swan Arlo a vraiment pris parti dans les médias, il a donné ses opinions politiques, il a dit vraiment ce qu'il pensait très clairement de la situation actuelle en France, mais il joue quelqu'un qui est totalement en désaccord avec ce que lui, acteur, peut penser, donc je trouve ça assez intéressant. Le film, honnêtement pour moi, est un peu long, 2h30, c'est long, il aurait pu faire 2 heures je pense assez facilement, d'autant plus qu'il est réalisé d'une manière assez particulière, ils l'ont tourné d'une façon bien spécifique et ça lui donne un rendu très différent d'un rendu classique au cinéma. C'est pour moi, pour certains ça va être un vrai point positif, pour moi c'est son gros point négatif. En fait ça lui donne un rendu très téléfilm, ça fait un effet très faux et ça me maintient totalement hors de l'histoire. L'histoire était intéressante, même si trop longue, encore une fois à mon goût, mais ce rendu esthétique m'a vraiment maintenu hors de l'histoire, donc c'est assez dommage et j'ai pas du tout été emportée par le film. Je trouve intéressant d'avoir ce point de vue-là et de découvrir cette histoire toujours, de cette période de l'histoire avec des points de vue toujours différents. Mais voilà, pour moi c'était un film qui était trop long et qui m'a laissé vraiment sur le bord de la route. Après, c'est pas évident pour le réalisateur de faire ce film-là, puisque vous l'avez peut-être vu, j'ai dit, donc c'était le film de Emmanuel Mar et on suit Henri Mar. Donc il raconte l'histoire de l'un de ses ancêtres, et c'est pas évident d'assumer, de raconter l'histoire pas forcément
hyper positive et fun de son ancêtre. Et je trouve que c'est un joli travail. Ensuite, on continue avec un film qui fait aussi 2h30, 2h26 exactement, qui lui va sortir le 18 août, c'est la Palme d'Or de cette année, Fjord de Christian Mungiu. Moi je dis ça comme ça, mais on pourrait pas, je sais pas, recommencer à faire des films qui durent 1h45, allez 1h50 max. Non, parce que 2h30 c'est long quand même. Dans ce film, on suit un couple mixte, la mère est norvégienne, le père est roumain, et on les suit quand ils s'installent en Norvège au bord d'un fjord. C'est une famille qui est très pieuse, qui est très croyante et très pratiquante. Quand le corps enseignant découvre sur la fille aînée du couple des traces des ecchymoses sur les bras et sur le dos, il se demande si l'éducation très traditionnelle du couple ne pourrait pas être un souci. Ce film, alors je dirais aussi qu'il est un petit peu long, même si ça m'a paru moins flagrant que sur Notre Salut. Il aurait pu être un peu raccourci. Le sujet est très compliqué à traiter. C'est un sujet qui est assez touchy, tout le monde ne va pas avoir la même opinion, tout le monde ne va pas avoir le même avis vraiment sur ça. Je l'ai vu d'ailleurs dans les discussions des gens à la sortie. Ça ouvre au débat, ça ouvre à la discussion entre les différentes éducations qu'on peut avoir, et notamment les éducations quand il y a le côté traditionnel et surtout le côté religieux qui entre en compte. Ce film-là ne va pas vous apporter de réponses, il va probablement même vous apporter beaucoup plus de questions, et ce sera à vous de vous faire votre propre avis, d'avoir l'opinion que vous voulez à la fin. Et c'est un film qui est très ouvert, donc ça va vraiment être à vous de réfléchir et d'essayer de faire la part des choses, de comprendre un côté, de comprendre l'autre. Personnellement, il y a des moments dans le film où je soutenais à fond tous les habitants du village, donc norvégien. Il y a des moments où j'étais derrière la famille en me disant mais pourquoi ils réagissent comme ça en face. Voilà, je passais d'un point de vue à un autre, c'était assez déroutant, assez particulier, mais c'est vrai que ça montre le regard que peuvent avoir des gens avec une culture et des traditions et une religion qui est pratiquée différemment vis-à-vis d'un autre modèle. Les acteurs sont tous incroyables, ils jouent vraiment très 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 bien. La réalisation est très belle, les paysages sont magnifiques, et oui, c'est un film que je vous recommande d'aller voir quand il va sortir. D'ailleurs, ça va aussi vous rafraîchir d'aller voir un film qui se passe dans les fjords sous canicule. Vous devriez passer un bon moment, même s'il fait 2h30 et que c'est un petit peu long. Je pense qu'ils auraient pu enlever facile 20 minutes du film. En tout cas, alors, est-ce que je comprends qu'il a eu la Palme d'Or? Pas vraiment, mais est-ce que je comprends généralement les Palmes d'Or? Pas vraiment non plus. Donc, c'est pas aberrant. Ensuite, on s'en va en Iran avec un documentaire qui va sortir à la toute fin de l'année, qui va sortir au mois de décembre. C'est le documentaire Viendra la nuit de Pegah Ahangarani. Grande fête, ce film fait 1h30, et en même temps, c'est suffisant. Non pas parce que le film est pas bien, mais parce que c'est un film qui est très dur. La réalisatrice, qui est donc une réalisatrice iranienne, ressort des images d'archives de elle-même, de toute sa vie, et elle va se servir de toutes ces images d'archives pour concevoir son documentaire et pour faire des tableaux de plusieurs personnes de son entourage. À travers son documentaire, on suit l'histoire de l'Iran, on suit les différentes révolutions de l'Iran, on suit les guerres, on suit les conflits, on suit la difficulté du peuple en Iran, on suit la censure. On voit le film à la fois par le prisme d'une réalisatrice iranienne en Iran qui réalise des films sans vraiment avoir le droit et qui va finir en prison pour ça, mais on suit aussi un peu plus tard le point de vue d'une réalisatrice iranienne qui vit maintenant en Angleterre, il me semble, et qui est donc avec une distance par rapport à son pays. Et ça montre la difficulté aujourd'hui pour des réalisateurs, des acteurs, pour des personnalités, pour n'importe qui, pour le peuple iranien qui est expatrié. Ça nous montre la difficulté qu'ils ont à vivre les choses de loin et à avoir un peu cette sensation de pas pouvoir en faire assez. Le film est dur à voir parce que les images qu'elle nous montre sont de vraies images, donc quand il y a des attaques, ce sont de vrais moments qui sont arrivés, on voit de vrais gens qui meurent dans ce film, et c'est difficile à voir par moments, mais je trouve ça indispensable parce que c'est très compliqué d'avoir l'histoire de l'Iran, et c'est une histoire qui est passionnante. Penchez-vous sur ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, mais c'est très très difficile à regarder. Si vous êtes quelqu'un de très sensible, je ne conseillerais pas forcément de se pencher sur ce film-là,
parce que les images qu'on voit, c'est vraiment la réalité, c'est ce qui s'est passé. On voit de vrais gens qui subissent des attaques. Pas évident de le voir, mais je trouve ça bien fait. Son documentaire est vraiment bien fait, bien amené. Je trouve intéressant la manière de raconter son histoire par le prisme de plusieurs personnes différentes de son entourage. C'est comme si elle écrivait des lettres à tous ces gens-là et je trouve ça vraiment assez intéressant. Il y a des petits moments dans le film qui m'ont semblé faux parce qu'il y avait des fois des incohérences dans certains propos. Je vous laisserai voir si vous les voyez aussi, parce que si vous les voyez pas, tant mieux, ça vous permettra peut-être de profiter encore plus, donc je vais pas vous les faire remarquer. Personnellement, c'est un film qui est en voix off, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, moi, la voix off. J'ai trouvé que c'était un fil rouge assez sympathique tout au long de l'histoire. Je sais que ça a pu en déranger certains, donc là ça va dépendre au cas par cas de ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. En tout cas, moi je trouve toujours intéressant de pouvoir parler du cinéma iranien, puisque c'est un cinéma qui subit toujours énormément la censure. C'est quelque chose que l'on met régulièrement en avant dans les salles de cinéma, mais pas assez. Et je trouve important de pouvoir en reparler dès qu'il y a un film sur ce propos-là. Donc ce sera en décembre, alors c'est peut-être pas le film le plus fun pour décembre, certes, mais allez le voir si vous pouvez, si vous en avez l'opportunité, et si vous vous sentez capable de voir ce genre de documentaire, parce que ça reste quand même un documentaire assez compliqué. Mais si vous le pouvez, allez voir. Mon bémol sera sur la dernière partie du film, que j'ai personnellement moins accroché. Dernier film que j'ai vu, c'est Histoire de la nuit de Léa Mysiou qui sort le 16 septembre. Dans ce film, on suit Nora, Thomas et leur fille Ida qui vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine Cristina, une peintre italienne qui est jouée par Monica Bellucci. Alors que tout le monde prépare une soirée d'anniversaire surprise pour Nora, 3 hommes rôdent autour de la maison et s'invitent à la fête, faisant surgir des secrets bien gardés. Ce film, c'est donc un thriller. Je n'ai pas forcément l'habitude de regarder des thrillers d'ailleurs. Je l'ai trouvé un peu décevant, dans le sens où je le trouve extrêmement prévisible. C'est vraiment le fusil de Tchekhov, mais tout ce qui est préparé, tout ce qui est présenté tout le temps dans le film, on sait que ça va servir par la suite, et on sait à peu près comment ça va servir. Du coup, un peu dommage. Je peux pas vraiment parler du film sans rien dévoiler, puisque c'est un thriller, donc il y a un côté enquête, pas vraiment une enquête, mais voilà, il y a tout un côté où on sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là, qui a menti, qui a fait quoi. Mais c'est vrai que tout est très convenu, tout est très prévisible. Les acteurs sont très bons, même si c'est avec... mince, j'ai perdu son nom. Attendez. Abzia Herzi, c'est une bonne actrice, mais je sais qu'avec moi, ça a un petit peu de mal à fonctionner. J'ai quelque chose dans son jeu qui me laisse un peu froide, qui me met un peu en dehors de son jeu. Je trouve qu'elle a un peu la même expression tout le temps, et vraiment, me tapez pas pour ça. C'est juste moi et mes goûts personnels, voilà, c'est pas forcément l'actrice que je préfère, mais je sais que c'est vraiment mon opinion parce que beaucoup de personnes ont adoré son jeu dans ce film, hein, donc vraiment, vous fiez pas à ce que je dis pour ça. En tout cas, si vous aimez les thrillers, ça vaut le coup d'aller le regarder, même si pour moi, faut pas s'attendre à un truc révolutionnaire et un truc qui va vraiment... à la fin, vous allez vous dire « Waouh, j'ai rien vu venir, je pensais pas que c'était comme ça. » Non, c'est vraiment très prévisible. Et il fait combien, lui, d'ailleurs ? Et il fait 1h54, et encore une fois, il aurait pu faire facile 15 bonnes minutes de moins. Vraiment, je pense que les réalisateurs aiment bien étirer leurs histoires. C'est un peu dommage. Mais je suis pas réalisatrice. Donc. Voilà pour les films. Pour les livres, j'en ai lu très peu en papier. En fait, ouais, on va commencer par ce que j'ai lu en papier. Le premier que j'ai lu en papier, c'est Les Carnets de l'apothicaire, tome 8, donc la version light novel, la version roman. Donc le tome 8 qui est sorti ce mois-ci, on se retrouve, je vais pas vous résumer le tome 8, mais on suit toujours les aventures de Mao Mao dans la Chine impériale. Donc Mao Mao, c'est une jeune apothicaire qui entre au service de l'empereur, enfin des femmes de l'empereur, pour son travail d'apothicaire et de goûteuse aussi, puisque elle fait pas mal d'expériences avec les poisons qu'elle trouve plutôt agréables à essayer. Voilà, c'est une série que je trouve très rafraîchissante, qui me fait beaucoup rire. On va pas se mentir, avec Jinshin, le personnage masculin qu'on suit aussi dans cette histoire, il est problématique. Hein. Il y a plein de trucs qui vont pas, vraiment.
Il faut pas regarder chaque détail, puisque vraiment sinon... voilà, mais ça m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup le contexte historique, j'aime beaucoup le caractère de Mao Mao. C'est assez en dents de scie, par contre, la saga, pour moi, il y a des tomes qui sont très bons, il y en a d'autres qui sont vraiment en dessous. Celui-ci, je l'ai beaucoup apprécié. Je trouve que l'histoire avance vraiment bien et toutes les parties un peu plus enquête, ça fonctionne aussi très très bien dedans. J'aime beaucoup les différentes relations qui sont nouées au fil de l'histoire, j'aime beaucoup les nouveaux personnages qui sont intégrés. Donc ouais, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer si vous connaissez pas encore les carnets de l'apothicaire, que ce soit la version en roman, saga roman, light novel. Je sais pas combien il y en aura au total, je crois que c'est pas fini, mais il y en a beaucoup. Mais ça vaut vraiment le coup. Soit en version manga, il y a 2 éditeurs différents qui existent et qui sortent le même manga, parce que pourquoi pas. Et vous avez aussi l'histoire qui est adaptée en série animée, si jamais. Ça vous laisse franchement beaucoup de supports différents pour découvrir les carnets de l'apothicaire, parce que vraiment, c'est une très très chouette histoire. Ensuite, j'ai lu Gardien des Cités Perdues, le tome 1, parce que ma nièce me l'avait prêté, j'ai le 2 et le 3 à lire en suivant. Alors elle me l'a prêté parce que le personnage principal qu'on suit s'appelle Sophie. On suit donc Sophie. Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Je les entends pas. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? C'est un chouette premier tome d'une saga jeunesse, j'ai hâte de lire la suite. J'aurais peut-être aimé que l'écriture soit un poil plus complexe. Je la trouve assez simple, mais ça fonctionne quand même très bien. Je préfère par exemple l'écriture de Ewilan, que je trouve déjà au-dessus, ou je préfère l'écriture de La Croisée des Mondes, qui pour le coup elle est encore vraiment au-dessus. Mais ça reste chouette de découvrir ça, je suis impatiente de voir la suite, de lire la suite. C'est vraiment par contre un tome d'introduction à l'univers, hein. C'est souvent dans les séries comme ça, surtout que là il y a quand même déjà pas mal de tomes qui sont sortis. Donc c'est une très belle introduction, les personnages sont assez chouettes. Après on suit des personnages qui ont 12 ans, oui c'est ça. On suit les personnages qui ont 12 ans, donc c'est des personnages où des fois on a un peu envie de les secouer, mais ça reste des enfants, donc c'est normal. Et c'est un roman jeunesse, donc en effet il faut pas s'attendre non plus à avoir tout un contexte politique ultra compliqué et ultra développé, surtout dans le livre. Mais peut-être que la suite va aller de mieux en mieux, donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga. C'était un chouette moment, mais ça se lit relativement vite. Ensuite, j'ai lu, entre guillemets, Luminous. Tout simplement parce qu'il n'y a pas du tout de texte dedans, ce sont que des images. Et je vous montre autant que possible les images, juste la couverture. Ça m'a donné vraiment envie de feuilleter le livre. J'ai pas mis le micro. Eh ben on verra bien. Peut-être que je devrais refilmer tout. Pour Luminous, c'est donc un livre où il n'y a pas de texte et où on va suivre le personnage de Color, c'est elle. Dans ce livre, il y a vraiment le contraste entre elle, Color, qui est tout en couleur, et tout son univers qui est en gris, en nuance de gris. Les dessins sont magnifiques, l'histoire que ça raconte est vraiment... Je vous montre que le début, parce que sinon ça va un peu trop vous spoiler. L'histoire que ça raconte est hyper touchante. La patte graphique a fonctionné à 1000% sur moi, donc si là les images vous plaisent, je peux pas vous montrer plus loin, mais si les images là que je vous ai montrées ou juste la couverture vous attirent, n'hésitez pas et foncez le lire, le regarder, parce que vraiment la couverture est très fidèle à l'intérieur. C'est une très chouette histoire, vous suivez Color, qui est assez isolé et assez coupé des autres personnes de tout son monde, et vous allez suivre son voyage onirique et son avancée dans le monde. La patte graphique, je la trouve incroyable. Et enfin, on finit encore avec une BD. J'ai lu La Maison Croix à Croix. Pourquoi je l'ai lu? Parce que ça. Il n'y a pas vraiment d'autres arguments. Je l'ai trouvé très sympathique. Je vais vous lire le résumé ici. Un jeune homme en rupture avec la société de télémarketing déshumanisée qui vient de le licencier décide de lâcher prise et part en randonnée par une belle journée de printemps. Ce voyage initiatique le conduit à un étrange établissement, repère de grenouilles en tout genre, la maison Croix-Croix. En entrant dans cet endroit magique, point de passage vers d'autres réalités, notre voyageur a ouvert la porte d'un monde fantastique, aussi insolite qu'enchanteur, qui le pousse à s'interroger sur sa propre identité. À lui de choisir son destin. J'ai beaucoup aimé l'histoire que ça raconte. Je vous laisse un peu voir aussi les images.
J'aime beaucoup que ce soit des références avec des grenouilles qu'il y a tout au long de son périple. C'est pas aussi approfondi, ça fait pas autant réfléchir que ce que j'aurais apprécié, mais ça reste très intéressant dans ce que ça raconte, dans les thématiques qui sont abordées. J'ai passé un très chouette moment de lecture. Cette fois-ci, il y avait des textes. J'ai beaucoup apprécié, encore une fois, la patte graphique. Je trouve que c'est une jolie histoire, relativement courte, évidemment, qui pourrait très bien amener des suites, d'ailleurs. Ça me paraîtrait pas aberrant. Très belle, très jolie lecture. La Maison Croix-Croix. Sur cette période de l'année, c'était très chouette à lire. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu Great Big Beautiful Life, donc le nouveau, peut-être pas le nouveau, mais un des livres de Emily Henry, qui est sorti en audio il y a pas longtemps. Donc là, on passe dans les livres que j'ai écoutés. Pour le résumer, il existe un vieux dicton sur les histoires. On dit qu'il y en a toujours 3 versions, la tienne, la mienne et la vérité. Lorsque la célèbre Margaret Eves invite la chroniqueuse People Alice Scott pour rédiger ses mémoires, celle-ci, en éternelle optimiste, y voit enfin sa chance de briller. Le hic, elle a un concurrent et pas des moindres. Hayden Anderson, taciturne journaliste, lauréat du Pulitzer. Margaret leur donne 1 mois pour faire leurs preuves, mais choisit de leur révéler des épisodes différents de sa vie, avec interdiction formelle de comparer leurs notes. Plus le temps passe, plus il devient évident que leur histoire, tout comme celle racontée par Margaret, pourrait être un mystère, une tragédie ou une romance, selon qui tient la plume. C'est donc ici une romance de Emily Henry, que je trouve dans la lignée de toutes ces autres romances. Je vais pas dire que j'ai une immense surprise quand je lis maintenant des livres d'Emily Henry. Ils sont bien écrits, ils sont efficaces, ils traitent de sujets qui sont beaucoup plus profonds que juste c'est une romance. Il y a toujours des problématiques autour qui sont très chouettes à découvrir en livre. Évidemment, là, je peux pas vraiment dire quelles problématiques sont traitées, puisque sinon je vais vous spoiler quand même les éléments importants du livre. Mais vraiment, quoi dire, à part que si vous aimez Emily Henry, et il y a très peu de chances que vous n'appréciez pas celui-ci, c'est une autrice qui est très efficace, qui écrit très bien, qui construit très bien ses histoires, tout l'univers, tous les personnages principaux comme secondaires. On a envie de savoir ce qui va se passer dans les chapitres suivants. C'est personnellement le genre de livre que j'ai beaucoup de mal à lâcher, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin. Donc généralement je les gobe assez vite, ces romans à Emily Henry. Donc c'était une très chouette écoute, l'audio est vraiment très sympa d'ailleurs, mais tous les livres d'Emily Henry, les audios sont vraiment assez chouettes. C'est pour ça que je prends plaisir à les écouter et pas à les lire. Mais c'était un super moment de lecture, d'écoute, et j'attends avec impatience d'avoir les prochains livres de cette autrice. Ensuite, j'ai écouté L'invité surprise. Ça fait très longtemps que je voulais l'écouter. À chaque fois, je le voyais, je sais pas pourquoi il m'attirait, mais je passais pas le cap de l'acheter. Donc là, il est arrivé en audio, je me suis dit que c'était l'opportunité. Dans ce livre, on suit, j'ai aucune idée du nom du personnage, on suit une jeune femme qui a décidé de se payer un court séjour dans un hôtel grand luxe dont elle rêvait depuis longtemps et qui a pour but de mettre fin à ses jours avec les comprimés de son chat qui est décédé quelques heures avant. Sauf que dans cet hôtel, il y a un élément qu'elle n'avait pas prévu, c'est que l'entièreté de l'hôtel est réservée pour un mariage d'1 semaine. Et quand elle va rencontrer la mariée et lui dire qu'elle est là pour mettre fin à ses jours, la mariée n'est pas du même avis. Elle n'a pas envie qu'un suicide vienne gâcher son plus grand jour. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je l'ai trouvée très drôle, malgré le sujet, malgré le point de départ qui est quand même quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours. Donc, pas ultra joyeux, mais c'est très bien tourné, c'est bien expliqué, les revirements de situation sont bien amenés, bien compréhensibles. C'est pas juste il fallait que ça change pour l'histoire donc ça change. Non, c'est bien écrit, c'est bien pensé. Je m'attendais peut-être à un truc un poil plus sombre peut-être, mais c'était une lecture vraiment très appréciable que j'ai beaucoup appréciée. J'ai beaucoup apprécié le personnage principal que l'on suit. J'ai beaucoup aimé détester la mariée, puisqu'il y a des moments vraiment où elle est la mariée cliché insupportable. Mais pareil, c'est pas juste là comme ça, il y a des raisons, il y a des explications, et ça fonctionne vraiment très bien.
Donc oui, je suis contente d'avoir enfin passé le cap. Alors merci de l'avoir sorti en audio parce que clairement c'est parce qu'il est sorti en audio que je me suis enfin décidée. Puisqu'on est dans les gens qui veulent mettre fin à leur jour, on va continuer avec la balade funèbre de Art et Merci. Art est un ranger chargé de patrouiller les contrées sauvages et magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Merci n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie tant bien que mal de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres au mépris d'abrutis comme Art qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Merci, Art écrit sur un coup de tête une lettre qu'il adresse simplement à un ami. À sa grande surprise, il reçoit une réponse, une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime et réconfortant. Si seulement Art savait qu'il a mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante au monde, Merci. Tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Merci devient de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte fatale que leur cher correspondant se trouve être leur pire cauchemar? Dans ce livre, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une part de fantastique. Avec ce résumé-là, je m'attendais à quelque chose de plus contemporain. En fait, c'est une histoire vraiment, il y a du fantastique dedans, puisque la contrée dans laquelle Art patrouille, Tenria, il patrouille là-dedans, puisqu'il y a des... Je sais plus comment ils appellent ça, mais en quelque sorte des fantômes qui prennent possession de cadavres, et il doit éliminer ces cadavres, il doit retuer ces cadavres pour pouvoir se faire sortir les fantômes du corps. Il y a toute une partie fantastique qui est donc vraiment le fil rouge de l'histoire. C'est vraiment la trame principale de l'histoire que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'humour de ce roman. Ça fonctionne vraiment parfaitement bien, encore une fois sur moi, et ça dépendra de votre humour. Une fois de plus, j'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu plus sombre, mais c'était très chouette. La lecture audio était très agréable aussi, encore une fois. Je suis pas sûre de lire le tome 2, je sais pas s'il y en a un troisième, je sais pas s'il y en a que 2 ou 3. La suite, c'est encore une fois comme beaucoup dans l'univers d'eux ou ensuite d'autres personnages. Et j'ai pas forcément envie pour l'instant de replonger dans cet univers. J'ai découvert Art et Merci, ça m'a beaucoup plu, mais pour l'instant en tout cas, ça me suffit et j'ai pas envie de repartir dans cet univers. Donc je suis pas sûre de lire la suite, ou alors peut-être plus tard quand j'aurai envie d'une lecture de ce genre-là et que j'en aurai pas d'autres. Et que je me dirai peut-être que c'est une valeur sûre puisque j'ai quand même beaucoup apprécié celui-là. Donc très chouette lecture, je recommande, mais je ne pense pas que je vais lire la suite, en tout cas pas tout de suite, vraiment pas. Ensuite, on reste dans la romance, j'ai une phase romance. J'ai écouté Ninth Month Contract. Je vais vous lire le résumé parce que vraiment... Wyatt Fletcher vit reclus sur sa montagne du Colorado, décidé à devenir père sans passer par une relation amoureuse. Lorsqu'il diffuse une annonce originale pour trouver une mère porteuse, c'est Trista, indépendante et passionnée par le sauvetage d'animaux, qui répond à l'appel. Elle voit dans cette opportunité la chance de financer son rêve. Ce qui devait être une entente strictement professionnelle, 9 mois, une grossesse, un contrat, se transforme peu à peu en quelque chose de plus profond. J'étais curieuse de voir comment ça allait être traité le sujet de mère porteuse. Je trouvais ça assez étrange dans une romance. Et ça a un peu coché toutes les cases de ce qui me faisait peur, ce que j'avais pas forcément envie de voir. Je trouve qu'il y a de bonnes idées, mais il y en a d'autres qui sont plus problématiques, et notamment le fait du coup de romancer le contrat de mère porteuse. J'ai trouvé ça un peu délicat parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper encadré, qui est compliqué, il faut avoir une force pour être mère porteuse qui est quand même assez énorme, je trouve. Et là, je reste un peu... C'est une jolie romance, mais je trouve que le contexte mère porteuse et du coup contrat rend les choses un peu malsaines par moment. Donc j'ai pas vraiment accroché. Ensuite, j'ai détesté les scènes intimes. Je les trouve plutôt vulgaires, je les trouve vraiment pas très bien écrites, et en plus à partir du moment où il commence, c'est bon, il s'arrête plus. Et ça va, j'ai compris, j'avais pas besoin de toutes les pages. Je pense que si je l'avais lu en papier, j'aurais sauté ces passages-là, parce qu'au bout d'un moment c'était trop pour moi. Ensuite, Trista a certes une belle force de caractère pour pouvoir répondre à Wyatt, mais je trouve que le personnage de Wyatt, il y a des moments où il est adorable et parfait, et il y a des moments vraiment, il est plutôt problématique. Donc ouais, ce livre m'a un peu
basculer d'un côté à l'autre de ok ça c'est chouette, ouais non ça va pas. Donc je suis curieuse de savoir s'il y a des gens qui l'ont lu, d'avoir votre avis. Moi, il me laisse un peu dubitative, et pour le coup, je sais que je lirai pas du tout les autres livres qui sont dans le même univers. Je suppose sur les deux autres frères. Non. C'est pas assez bien écrit pour que j'ai envie de me relancer là-dedans. Il y en a d'autres que j'ai préférés où j'ai pas lu les suites, où vraiment je partirai sur cela. Ensuite, je crois que c'est le dernier, j'ai écouté Le Café des âmes sensibles de Fanny-Marie Bufflet. Très rigolo comme. On suit le personnage de Chloé qui est bibliothécaire et qui, un jour, va atteindre son trot. Jeune bibliothécaire passionnée, Chloé mène une existence bien rangée. En apparence, tout va bien. Un travail stable, une famille aimante, un appartement charmant. Mais derrière les sourires et les ça va, merci, son âme s'essouffle. Et un jour, un ouvrage mal rangé devient le déclencheur d'un raz-de-marée intérieur. Le verdict tombe, burn-out et hypersensibilité. Il est grand temps pour Chloé de s'écouter enfin. Poussée par sa sœur jumelle, un soupçon de hasard et beaucoup de courage, elle s'envole alors pour le Québec. Et c'est en arrivant au Québec qu'elle va tomber sur un café-librairie, le Café des âmes sensibles, et où elle va prendre plaisir à recréer un peu sa vie, ses passions, à redécouvrir ce qu'elle aime, les échanges avec les gens, son travail de bibliothécaire. Voilà, elle va un peu reconnecter avec sa vie. C'est une très chouette histoire qui, une fois de plus, est hyper convenue. Dès le début, on sait pertinemment ce qu'il se passe, à qui elle écrit, puisqu'il y a une histoire d'échange de lettres. On sait très bien à qui elle écrit, on comprend très vite le pourquoi les personnages sont dans tel ou tel état d'esprit, telle ou telle situation. Donc c'était vraiment très chouette à écouter, c'est un bon moment de divertissement, mais c'est beaucoup trop prévisible. Donc c'est une jolie histoire tout en douceur, qui est très réconfortante, mais qui révolutionne pas, et surtout qui est sans surprise. Donc ça c'est un peu dommage quand même. Et j'ai failli éteindre la caméra en oubliant un livre et un film. J'ai vu et lu Les Goûteuses d'Hitler. Donc Les Goûteuses d'Hitler, le film, La Goûteuse d'Hitler, le livre. C'était pour mon travail, des romans à l'écran, et j'ai été très déçue par l'un et par l'autre. Vraiment, il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre, je suis assez frustrée. Donc j'ai d'abord lu le livre et ensuite vu le film. Ma lecture du livre, j'ai trouvé que c'était une histoire qui était très édulcorée. Pour le résumer, on suit, j'ai plus le nom du personnage, mais on suit une jeune femme qui va devenir, un peu par la force des choses, sans avoir trop son mot à dire, qui va devenir goûteuse pour Hitler. En vrai, je pourrais parler pendant très longtemps de ce film-livre parce que il est assez problématique pour moi en fait, que ce soit le livre ou le film. Ça raconte une histoire qui est quand même un moment de l'histoire qui est hyper important, qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut éviter de modifier, parce que c'est quand même important de se rappeler des mauvaises choses qu'on a pu faire dans le passé pour, je ne sais pas, éviter de les reproduire dans un futur proche, ce serait plutôt chouette. Et là, le livre, pour moi, il est extrêmement édulcoré. Déjà, on oublie très vite qu'elles sont goûteuses, les femmes qu'on suit, et que vraiment, à tout moment, elles peuvent y rester. C'est quelque chose où, de temps en temps, il y a des petits rappels, oh là là, on est goûteuse, mais en vrai, au final, juste on les suit elles, on suit leur quotidien, et il y a des moments où il y a des choses qui sont assez dures, qui sont racontées, mais très peu, et ça remet très peu en question les SS qu'on suit et les nazis que l'on suit, donc c'est un peu compliqué pour moi tout ce que ça efface de la remise en contexte de l'histoire. Ensuite, le livre, elle l'a écrit en se basant sur un interview. Sur la fin de sa vie, il y a une dame qui a fait un interview pour expliquer qu'elle était, pendant la guerre, goûteuse d'Hitler. Elle n'en a jamais parlé de toute sa vie, ni à sa famille, ni à son mari, ni à personne. C'était quelque chose vraiment qu'elle gardait confidentiel. Et elle a fait un interview pour raconter ça. Quand l'autrice a découvert cette interview, elle a absolument voulu rencontrer cette dame et en faire une histoire. Elle n'a pas pu la rencontrer puisque la dame est morte quelques semaines avant. Mais elle s'est dit, je vais quand même écrire mon livre en imaginant si moi j'avais été à sa place. Je trouve ça un peu compliqué de se mettre à cette situation-là, à cette place-là. Je trouve pas ça hyper sain, personnellement, et je trouve que ça amène à l'histoire un côté un peu dérangeant. Ensuite, comme je l'ai dit, l'histoire est très édulcorée, l'histoire rend les choses beaucoup plus gentilles qu'elles ne l'ont été, je pense, dans la réalité.
ça restait une lecture intéressante par le fait de découvrir les goûteuses d'Hitler. Alors en vrai, on ne sait pas si Hitler avait vraiment des goûteuses ou non, même si ce serait pas quelque chose de totalement aberrant, surtout que surtout que les services secrets anglais ont reconnu qu'ils avaient essayé pendant très longtemps d'empoisonner Hitler et qu'ils avaient finalement décidé d'arrêter à un moment parce qu'ils voyaient bien que ça marchait pas, donc ils ont soupçonné qu'il avait des goûteuses. Donc ça paraît totalement logique, et surtout je vois pas pourquoi une dame de 95 ans irait inventer avant sa mort qu'elle était goûteuse d'Hitler. Pas très fun. Pour l'adaptation du film, eh ben, on part d'un livre qui est édulcoré, on l'édulcore encore plus, et ça fait le film qu'on a pu voir. Moi, je n'ai pas du tout aimé le film. J'ai pas spécialement aimé le livre, mais j'ai vraiment pas du tout aimé le film. Pour moi, il est très problématique parce que il montre que des choses assez malsaines, qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas réalistes, qui peuvent même être assez problématiques en vrai. Et surtout, oui, c'est hyper édulcoré. Il y a une scène de viol dans le livre qui est totalement effacée dans le film, alors que c'est un moment important. Et c'est quelque chose en plus que la dame avait dit dans son interview qu'elle avait subi. Donc, je comprends pas pourquoi pour le film il a enlevé autant de choses, parce que très sincèrement, je trouve qu'il a enlevé du livre tous les moments qui étaient écrits pour remettre en question des choix, des décisions, ou pour remettre un peu plus dans le contexte historique, donc Hitler, les SS et l'Allemagne à cette époque-là. D'autres choses qui m'ont posé problème, c'est que dans le livre, comme dans le film, il y a beaucoup l'argument, c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans Les rayons et les ombres, du je savais pas. Et en fait, ça me pose problème au bout d'un moment, cet argument, parce que dans le livre et dans le film, si on suivait des personnages qui étaient vraiment dans un petit village d'Allemagne et qui n'avaient comme information que les informations qu'on leur accordait, ils pouvaient pas voir tout et ils n'étaient pas au courant de tout. Donc ça, ok. Sauf que là, le personnage principal qu'on suit, elle vient de Berlin. Et elle part de Berlin après un bombardement où elle a perdu son appartement et sa mère qui est décédée dans ce bombardement. Et du coup, j'ai du mal avec le fait qu'en venant de Berlin, en étant secrétaire avec un mari qui était bien mis dans la société, bien installé dans la société, j'ai du mal avec le je savais pas. Parce qu'à Berlin, c'était pas quelque chose qui était hyper caché. Je peux comprendre qu'il y ait des choses qu'elle ne sache pas, mais c'est pas la réponse à tout. Pour moi, ça va pas de dire à chaque point je savais pas. Je savais pas qu'il y avait des arrestations massives. Je savais pas qu'il y avait les trains qui partaient pour amener les gens ailleurs. Je savais pas qu'est-ce que c'était que cet ailleurs. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était que cet ailleurs. Par contre, le fait qu'il y ait des déportations, qu'il y ait des rafles, qu'il y ait tout ça, à Berlin quand même, je trouve ça un peu... Ouais, j'y crois moyen. Du coup, bah j'ai pas aimé le film, mais j'ai pas aimé le livre. Par contre, la discussion qu'on a eue pour des romans à l'écran était très intéressante. Normalement, c'est un livre et un film qui ouvre des débats assez intéressants, assez enrichis sur la situation à cette époque-là, sur le reflet avec notre époque aujourd'hui. Donc ça, c'était plutôt chouette. Donc c'est comme quoi, des fois, parler d'un livre ou d'un film qu'on n'a pas aimé, bah c'est plutôt bien aussi, c'est plutôt agréable. Même si tout le monde n'a pas été d'accord avec moi. Et certains ont adoré le livre, certains ont adoré le film, certains ont trouvé que c'était une porte d'entrée intéressante pour rentrer dans cette thématique-là. Moi, je trouve ça assez léger. D'autres ont trouvé plutôt bien le fait qu'on voit cette période de l'histoire du point de vue féminin, d'un point de vue du coup des goûteuses qui sont uniquement des femmes. Et ça, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que les films sur la guerre, les films de guerre en général, mais les films sur la guerre et sur cette époque-là sont souvent d'un regard masculin. Donc ouais, ça c'était plutôt intéressant d'avoir un côté plus féminin, tout comme c'était intéressant de découvrir j'allais dire le métier de goûteuse. Est-ce qu'on peut dire que c'était un métier? Oui, elles étaient payées, mais vraiment elles l'ont pas choisi, donc bon. Le métier forcé de goûteuse pour cet homme. Voilà. Ça c'était intéressant et je suis d'accord. Mais tout le reste, pour moi, c'est beaucoup trop édulcoré et je trouve qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, bah, on mérite des histoires de notre passé qui ne soient pas édulcorées et qui nous montrent vraiment ce qu'il s'est passé et ce qu'il peut se passer. Voilà, donc j'ai terminé avec un retour
pas vraiment positif, ni sur un livre, ni sur un film. Mais pour le coup, les autres livres que j'ai lus étaient plutôt chouettes, sans être de grandes lectures. C'était vraiment quand même des moments très sympathiques. Et pour les films, ouais, c'est un peu moins positif. Mais en même temps, Notre Salut, film sur la guerre, Les Goûteuses Hitler, film sur la guerre, Viendra la Révolution, film sur l'Iran. C'était pas Fjord sur la religion et l'éducation, c'était pas une thématique hyper joyeuse ce mois-ci. Mais il en faut bien, peut-être que je vais regarder des trucs plus légers pour l'été. On verra ça. En tout cas, je serais curieuse de savoir si vous avez lu et vu des films que vous avez aimés, que vous avez envie de me conseiller dans tous les genres. Vous voyez un petit peu maintenant que je lis et je regarde un peu tous les genres, donc si vous avez des choses à conseiller, je suis preneuse vraiment. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, une belle matinée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.